Salut à tous et bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, l'information va plus vite que la vérité. En un clic, une rumeur traverse le pays et en un partage, une réputation peut voler en éclats. Le numérique nous a donné une voix, il a aussi donné à certains des armes invisibles, la désinformation, la manipulation, le cyberharcèlement. Des armes qui tirent sur la confiance entre nous et envers nos institutions. Jusqu'où va le danger quand l'opinion devient un champ de bataille? Tentative de réponse avec mon invité, le docteur Théophile Abega Moussa, expert du numérique. Bonjour. Bonjour Fouda et merci de me recevoir dans le cadre de cette télévision PRC TV. Nous allons commencer avec une question pédagogique. C'est quoi le numérique et c'est quoi les réseaux sociaux? Bien, vous faites bien de poser cette question qui va me permettre un peu de clarifier les termes. Le numérique est une notion, est une expression qui est largement utilisée, mais parfois abusivement utilisée. Qu'est-ce que j'entends par abusivement utilisé? Il y a des gens qui font référence aux réseaux sociaux en vous disant le numérique est dangereux parce qu'ils ont été sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont vous dire TikTok c'est dangereux parce qu'ils ont été sur TikTok. Et c'est des gens qui ne comprennent pas que le numérique est tellement vaste, je vais expliquer, que si on vous dit distributeur automatique de billets en ville, c'est le numérique. Si on vous dit fibre optique, c'est le numérique. Alors le numérique, c'est quoi? Je vais essayer d'expliquer cela comme un écosystème. C'est un écosystème où il y a presque un tout. Il y a des activités, il y a des métiers, il y a des applications mobiles et web, il y a donc les réseaux sociaux dont on parle, il y a des infrastructures, il y a des acteurs. Donc le numérique, pour aboutir à cette première définition assez simple, il faut comprendre que c'est une évolution, n'est-ce pas, de l'informatique et qui aujourd'hui combine les différentes technologies que sont l'informatique, l'électronique, l'intelligence artificielle, l'Internet. Voilà ce que c'est que le numérique. Dites-nous, dans ce monde numérique, quelle est la différence entre cyberharcèlement et cybercriminalité? Ah, OK. Alors, si on a compris que le numérique, c'est un écosystème, il faut comprendre donc que la cybercriminalité est un sous-ensemble du numérique. Il y a bien d'autres ensembles qui existent, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voudrais mettre, avant de mettre cela au même niveau, c'est-à-dire la cybercriminalité et les réseaux sociaux, je voudrais d'abord que pour la gouverne de vos téléspectateurs, qu'on fasse une autre analogie. Supposons qu'on remplace numérique par médecine. Vous comprenez que la médecine, c'est un domaine qui est vaste, où il y a la pédiatrie, l'oncologie, la rhumatologie, etc. Dans le numérique également, il y a ceux qui sont spécialisés dans l'ingénierie informatique, il y a ceux qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle, il y a ceux qui sont spécialisés dans la communication digitale institutionnelle. Tout à fait. Bien, alors, la cybercriminalité est un des aspects du numérique. Et la cybercriminalité, c'est simplement la transposition de la criminalité dans le cyberespace. En d'autres termes, c'est tous les actes délictueux, c'est également les crimes et autres qui peuvent être commis par l'usage de l'Internet. Et la cybercriminalité également permet d'avoir plusieurs autres branches d'activité, parmi lesquelles l'arnaque. Vous avez déjà peut-être entendu dire qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « j'ai déposé de l'argent dans le téléphone ». Ça, c'est une forme de cybercriminalité, c'est l'arnaque. Il y a ce qu'on appelle l'hameçonnage. Ça va être un peu plus compliqué d'expliquer ça ici, mais c'est le fait de pouvoir vous piquer votre mot de passe pour utiliser soit votre compte bancaire ou bien d'autres choses. Il y a le cyberharcèlement, qui est le fait, n'est-ce pas, de harceler quelqu'un par l'usage de l'Internet et notamment les réseaux sociaux. Comment Voilà. ce cyberharcèlement se met-il en place, docteur? Alors, le cyberharcèlement se met en place aujourd'hui à travers l'usage des réseaux sociaux. Il y a quelque temps encore, on pouvait utiliser les emails pour envoyer un email à quelqu'un, mais l'avènement des réseaux sociaux, sous-entendu comme des plateformes de communication et de communication de masse, il faut déjà que je vous indique que qui dit communication de masse dit un certain pouvoir. Je vous ai entendu parler de pouvoir. La communication de masse est une arme à double tranchant. Elle peut soit construire ou alors détruire.
dès qu'on a compris ça, il faut comprendre que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la même chose. Par l'usage des réseaux sociaux, on peut soit construire, soit détruire. Alors, le harcèlement, c'est simplement le fait de faire des publications de façon répétée sur une institution ou sur un individu à travers soit des fake news, à travers de la malinformation, mais c'est très généralement des fake news dans le but, on va le voir peut-être plus tard, dans le but de nuire ou bien d'autres choses. Par curiosité, j'aimerais savoir pourquoi ces acteurs qui mettent en place des fake news, pourquoi ciblent-ils des hautes personnalités de la République, par exemple? Bien, il faut d'abord comprendre que quand on est un malfaiteur, j'allais dire un cybercriminel, l'objectif n'est jamais quelque chose de positif. L'objectif est toujours de nuire. Alors, avant d'interroger pourquoi est-ce qu'on vise les hautes personnalités, si vous avez quelqu'un qui vous harcèle à travers soit les réseaux sociaux, qui fait des publications dans le sens de vous diffamer, vous comprenez que c'est quelqu'un qui veut porter atteinte soit à votre personne, à votre intégrité morale, psychologique, parfois même votre intégrité physique, ok? Ou alors à l'intégrité même de votre famille ou de vos proches. Alors, il faut comprendre que les personnalités, les hautes personnalités de notre pays, de la République, sont d'abord des êtres humains. Vous savez, parfois on a l'impression, on peut penser que c'est des super, mais non, c'est des gens qui ont la chair comme vous et moi, avec du sang qui coule, et qui effectivement peuvent être impactés, et je crois même d'ailleurs, je n'en ai pas interrogé, mais d'ailleurs sont impactés par des actes de diffamation, par des fausses nouvelles qui paraissent sur les réseaux sociaux. Donc c'est là l'objectif de ces acteurs-là qui effectivement publient des fausses informations, c'est d'atteindre la psychologie de la cible. Et pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? Vous avez parlé d'arnaque tout à l'heure. Est-ce que les mobiles profonds de ces actions qui sont faites en ligne, est-ce que ce sont des mobiles, parfois des mobiles économiques? Ah, je vous vois venir. Très souvent, non. Surtout dans Ou même politique. Surtout ce que j'allais dire, surtout dans notre environnement, les mobiles sont davantage politiques qu'économiques. C'est une analyse. Pourquoi quitter le terrain de la politique politicienne pour aller se retrouver sur Internet et faire de la contre-politique finalement? Bien, ça va être... Je ne vais pas vous donner une très bonne réponse parce que je ne suis pas un politique ou un politologue. Oui, vous êtes technicien. Mais je suis un technicien. Expert du numérique. Expert du numérique. Bon, mais je pourrais dire que les réseaux sociaux aujourd'hui offrent un vaste champ d'application en termes de communication sociale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Ça veut dire en termes simples que, je vais prendre deux niveaux. Là où hier, vous devriez aller de groupe en groupe, peut-être au quartier ou dans un milieu professionnel, faire ce qu'on appelle communément chez nous du Congossa, avec un impact assez mitigé. Là où hier, vous pouviez utiliser les médias traditionnels, la presse, la télévision, pour faire la même chose, c'est-à-dire le Congossa, avec toujours un impact mitigé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est sur le plan mondial. Dès qu'une publication est faite où qu'on se trouve, instantanément, elle est disponible dans les 4 coins du monde et accessible à quiconque a une connexion Internet et a accès à ces réseaux sociaux. C'est ça la puissance. Et ces gens l'ont compris. Voilà pourquoi ils sont partis des 2 niveaux inférieurs que je vous ai précédemment décrits pour se retrouver aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux pour faire un plus grand impact, un plus grand boom. Est-ce que le Cameroun est particulièrement visé par ce type d'attaque? Ah, bien sûr. Je pense qu'il y a une actualité récente qui démontre que au Cameroun, il y a des gens qui se sont particulièrement spécialisés dans ce phénomène, c'est-à-dire le phénomène de cyberharcèlement, le phénomène de diffamation, qu'au courant de cette émission, si vous me le permettez, M. Fouda, que je vais mettre sous le thème de Congossa, entre nous, Camerounais, on se comprend. Oui. Une fois que je l'ai dit, les étrangers pourront comprendre que Congossa, chez nous, renvoie à la diffamation, les fake news et autres. Ces gens qui prennent la dénomination
de lanceurs d'alerte comprennent que le Cameroun, dans sa trajectoire, c'est une lecture que je fais, dans sa trajectoire, est appelé à un destin beaucoup plus grand que celui qui est aujourd'hui. Et pourquoi ne pas tout faire pour peut-être casser la dynamique de développement? Pourquoi ne pas faire pour nuire à ceux qui sont aux destinées des différentes administrations et des institutions? Pourquoi pas? Je pense que c'est de bonne guerre, mais sans anticiper, je pense que ceux qui nous dirigent, ceux qui ont les manettes n'est-ce pas, de la gouvernail, doivent également anticiper ce type de phénomène, ce type d'attaque, comme l'ont fait d'autres pays d'ailleurs, pour que nous n'allions pas vers, j'allais dire, la catastrophe. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, la communication est une arme puissante. D'ailleurs, je ne vous l'apprends pas en vous disant que lorsqu'un pays va en guerre, la guerre se fait d'abord au niveau de la communication, parce que c'est une guerre cognitive. Aujourd'hui, même en politique, certains l'ont compris que la guerre doit d'abord se faire au niveau de nos cerveaux, au niveau de la communication, effectivement. Un grand homme politique européen a utilisé l'expression changements anthropologiques pour parler du phénomène des fake news et des attaques ad personam sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette expression vous inspire? Tout à fait. Et surtout lorsqu'on va convoquer le phénomène des fake news, on va évidemment se rendre compte que c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Il n'est pas nouveau, mais sauf qu'il est exaspéré aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est pratiquement 3 à 4 milliards d'êtres humains qui utilisent les réseaux sociaux dans le monde. C'est une audience formidable, vous comprenez? Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, bon, mais seulement il prend de l'ampleur et il utilise désormais des techniques et des technologies. Par exemple, certains lanceurs dits d'alerte vont utiliser des programmes informatiques qu'on appelle des bots. Les bots vous permettent de créer des faux comptes sur Facebook et ailleurs. Et ces faux comptes-là sont chargés de faire des publications automatiques et de vous répondre. Et quand je le dis, j'ai généralement un sourire parce que plusieurs personnes chez nous ne se rendent pas compte que parfois vous pouvez avoir une interaction avec un compte Facebook, mais ce n'est pas un être humain qui est derrière. C'est un programme informatique qui a été programmé pour faire ce travail-là. Donc, les fake news aujourd'hui prennent ce type d'avantage en utilisant les technologies. Aujourd'hui, on vous parle de l'intelligence artificielle. Les cybercriminels, il faut vous dire, ne dorment pas. C'est des gens qui, davantage, vont se cultiver, se former. Et désormais, c'est l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour mener ce type de besogne. Nous allons aller plus loin, Dr Théophile Abega Moussa. Après cette transition, nous allons recevoir ici Abdul Kadir Ngoura. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC-TV où vient de nous rejoindre Abdul Kadir Ngoura. Bonjour Abdul Kadir. Merci, bonjour Alain Patrefouda. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre exercice habituel. Un bonjour spécial au docteur Abega Moussa qu'on retrouve une fois de plus. Et c'est un plaisir partagé de prendre justement cet instant avec vous. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors, docteur, nous vous avons longuement écouté, épilogué sur le phénomène de la désinformation, notamment la diffamation, la cybercriminalité. Mais une question demeure. À quel moment, justement, cette question de désinformation cesse-t-elle d'être un problème de communication pour devenir, finalement, une véritable menace pour la nation? Bien, et il faut dire que comme je l'ai souligné tantôt avec M. Fouda, l'usage des réseaux sociaux fait à ce que la communication dont l'objectif est de passer une information et donc d'avoir un impact, parce que ça on ne le ressort pas très souvent, parce que la communication doit avoir un impact chez vous et chez moi. Alors, si, je prends un exemple, si on vous dit tout le temps, au Cameroun, il n'y a pas de route, au Cameroun, il n'y a pas d'eau, au Cameroun, ça ne va pas. On vous le dit tout le temps. D'abord, c'est de la désinformation, n'est-ce pas? Mais à force de vous le dire, ça devient une vérité pour certains.
ceux qui n'ont pas le temps d'aller rechercher l'information, ceux qui ne vont pas chercher, ça devient une vérité, qui, eux, à leur tour, vont reprendre cela. Et à quel moment est-ce que ça peut être un problème de, je ne dirais pas de déstabilisation, mais de problème, source de problème, ou où est-ce que ça peut porter atteinte à la cohésion sociale? Parce que vous aurez donc des personnes qui vont, dans des conversations, que ce soit aujourd'hui à l'international, vous savez, sur TikTok, on a des lives où on regroupe plusieurs personnes qui vont vous chanter « Oh non, vraiment, vous racontez des histoires, au Cameroun, il n'y a pas l'eau. » Et l'étranger qui suit ça, lui, c'est qu'au Cameroun, il n'y a pas l'eau. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, ça cesse d'être simplement un problème de communication. Et ces gens, ils ont compris qu'il faut utiliser ces plateformes-là pour attaquer d'autres aspects de la vie nationale au Cameroun. Et malheureusement, je peux vous dire, ça marche. Oui, vous parlez là des fake news. Et vous semblez également affirmer que ces fake news alimentent la méfiance et la division, au Cameroun particulièrement, quand le citoyen ne sait plus finalement à quelle information se fier. N'est-ce pas là la cohésion qui vacille finalement? Tout pour à fait. revenir à cette question de cohésion nationale. Tout à fait. Seriez-vous d'accord avec moi que aujourd'hui, si la question du tribalisme est sur la table, c'est qu'elle a été effectivement, sa promotion a été faite à travers les réseaux sociaux, qui touchent tout le monde. Aujourd'hui, vous avez même des enfants qui vous parlent du tribalisme. C'est parce qu'il y a des gens qui ont compris la force de la communication à travers les réseaux sociaux, j'insiste toujours, pour vous parler des composantes sociologiques, des ethnies, du tribalisme, et tout aujourd'hui est rattaché à cela. Il faut faire attention parce que ça joue de façon insidieuse dans nos cerveaux et dans les cerveaux de tout le monde. Aujourd'hui, moi, je suis surpris dans la rue, lorsque vous parlez en camerounais d'une idée et d'un certain aspect, ils vous ramènent très vite à l'aspect tribal. Non, est-ce que c'est parce que tu n'es pas tribaliste? Or, nous sommes en train de pointer précisément une idée qui n'a rien à voir avec un aspect tribal. Donc, oui, que ce soit... ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une mécanique bien huilée utilisée par ces gens et qui font usage, effectivement, des fake news et de la diffamation, puisque c'est de ça que l'on parlait, pour passer des messages subliminaux qui, effectivement, passent. Et ces messages subliminaux peuvent, à la fin, créer l'incohésion sociale, peuvent amener à ce que l'État camerounais ait une mauvaise, d'ailleurs, image à l'international. Évoquons également cette question qui me semble lancinante, la campagne de dénigrement ou de désinformation qui, pour le moment, semble avoir pignon sur rue. Peut-elle coûter, on va dire, à un pays sa crédibilité face à ses investisseurs ou encore la confiance envers ses différents partenaires? D'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs types de campagnes. Je vais enlever type, mais il y a plusieurs campagnes. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais on passe de campagne de dénigrement à campagne de dénigrement. C'est un peu comme une vague, ça touche un peu les uns et les autres. Et on a envie de se demander à qui le tour ou à quand notre tour. Déjà, dans les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils ont donné un terme à cela, c'est la tontine. C'est-à-dire que c'est une cotisation de campagne. Bien sûr, vous savez, pour toucher la crédibilité d'un pays, d'un État, il faut toucher la crédibilité de ses dirigeants. Si vous parvenez à... Je vais prendre un exemple simple pour que les gens comprennent. Si quelqu'un veut, disons, déstabiliser votre famille au quartier, il suffit qu'il s'en prenne à vous, le père de famille, et à votre femme. Et c'est votre famille qui est... C'est la même chose au niveau des États. Il suffit qu'on s'en prenne à ceux qui nous dirigent, qui ont, moi je l'ai toujours dit, qui ont des bons états de service, qui ont des caractères personnels très appréciables. Je pense que ces gens ont compris que c'est ces gens-là qu'il faut attaquer. Il faut les attaquer pour les déstabiliser et puis, par ricochet, entraîner une mauvaise notoriété pour le pays. Mais heureusement, comme le Cameroun est un pays de résilience, nous tenons encore bon. La question, c'est jusqu'à quand allons-nous tenir bon?
Peut-être une dernière avant de prendre la route, Alain Patrick Fouda. Sur ces réseaux sociaux, justement, la question de bruit revient constamment quand on évoque ces informations. Est-ce que finalement, ces bruits ne se présentent pas aujourd'hui comme un processus bien huilé, bien organisé, avec des cibles bien identifiées? Oui, c'est ce que nous avons dit tantôt. Déjà, je n'ai pas mené des études, donc ça va être une opinion. Déjà, moi, j'ai coutume de dire que 80% d'informations sur les réseaux sociaux, c'est du bruit. Parce que ce n'est pas vérifié, il n'y a pas de source. Et donc, lorsque vous recevez une information sur les réseaux sociaux, il faut d'abord aller fact-checker. Il faut vous assurer que c'est une bonne information. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on a des citoyens qui prennent pour argent comptant tout ce qui vient sur les réseaux sociaux. Il faut aussi dire qu'on est dans un pays où on aime beaucoup le Congo-Ça, donc quand c'est frais, voilà. Alors, oui, c'est un mécanisme bien huilé. Je vais attirer votre attention sur un fait. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle lanceurs d'alerte. Parfois, on a tendance à les négliger. Parfois, on a tendance à se dire, bon, c'est le petit gars du quartier qu'on connaissait hier. Mais on ne se rend pas compte que c'est des gens qui, petit à petit, s'informent. C'est des gens qui, petit à petit, se forment. OK? Parce que sinon, comment expliquez-vous aujourd'hui que ces gens ont, j'allais dire, une bonne... l'expression que je veux trouver, c'est qu'ils ne font pas un bon usage des réseaux sociaux, mais je voulais dire, ils ont une utilisation optimale, voilà, c'est ça le terme. Ils ont une utilisation optimale des réseaux sociaux. Ça ne leur est pas venu comme ça. Ils ont dû se former. Et c'est des gens également en termes de communication qui vont savoir quelles sont les implications et les impacts de la communication. Et donc finalement, ce ne sont plus des enfants de cœur. C'est des gens qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. J'ai même envie d'être, comme les Américains disent souvent, conspiracy theory. Moi, je voudrais même penser, la théorie du complot. Pourquoi ne penserez-vous pas que ces gens soient financés? Pourquoi pas? Ils peuvent être financés de l'extérieur ou de l'intérieur, effectivement, pour mener ce type de campagne. Donc, moi, j'interpelle ici les dirigeants pour dire qu'il faut faire attention. C'est quelque chose qu'on observe déjà depuis quelque temps. Il ne faut plus ignorer ce phénomène-là. Il faut bien prendre, n'est-ce pas, les cornes par le taureau, par ses cornes. Justement. Alain Patrick Fouda, telles sont quelques préoccupations soulevées justement en première partie de cette émission. Je vous laisse poursuivre le débat. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC-TV, après le passage d'Abdoul Kadir Ngoura, Docteur Théophile Abega Moussa, vous parliez il y a quelques secondes de tontine. Y a-t-il un risque de contagion après qu'une personnalité, une haute personnalité politique a été attaquée? Est-ce que ça ne va pas inspirer d'autres lanceurs d'alerte? Absolument. J'ai même envie de vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui ont aujourd'hui pignon sur rue ne se sont pas appuyés sur les précédents qui ont réussi quelque part? L'analyse du technicien que je suis, c'est qu'en termes de cybercriminalité, il y a toujours des attaques pour tester. Et on teste si on détecte ce qu'on appelle des failles ou des vulnérabilités, alors on entre. Et pour d'autres attaques. Aujourd'hui, pour moi, le phénomène de ce que vous avez appelé les lanceurs d'alerte a des antécédents. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé, il y a 10 ans, hein, d'attaquer certaines personnalités. Ils ont vu que ça marchait. À quoi est-ce que je fais référence? S'il vous souvient, en 2016, 2015, 2016, 2017, il y a plusieurs de nos personnalités qui faisaient lire des communiqués à la chaîne nationale pour faire savoir qu'ils ne détenaient pas de compte Facebook. À l'époque, nous disions que ce n'était pas la démarche à avoir, parce qu'il fallait plutôt être sur les réseaux sociaux que de ne pas y être. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait déjà des prémices d'attaque. Donc, ce que nous observons aujourd'hui, c'est la montée en puissance. C'est la montée en puissance. Nous ne savons pas ce qui est prévu pour demain. Seuls ces gens savent.
mais effectivement, ils testent. Le test se fait à deux niveaux. Le premier niveau, lorsqu'on attaque une institution, je suis à la présidence, disons qu'on attaque l'institution, la très grande institution de la présidence de la République, ils veulent voir quelle est la réaction de la présidence. Est-ce que la présidente va réagir? Est-ce qu'il y aura un communiqué? Est-ce qu'il y aura une sortie? Vous voyez? Et si oui, combien de temps est-ce que ça a pris? Aussi, quelle est la nature de la communication qui a été faite? Il y a eu une communication. Pour eux, c'est des tests, c'est un terrain de jeu. Le deuxième test, c'est au niveau des personnalités, effectivement. On va attaquer la personne et la personnalité de M. Fouda et on va voir quelle est sa réaction. Est-ce qu'il va rester tranquille? Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va faire un communiqué? C'est des tests qu'ils font, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit tantôt, pour prévoir d'autres attaques. Alors, en termes de communication de crise, moi, je ne suis pas un spécialiste de la communication des crises, il y a des spécialistes dehors, mais les rudiments de la communication des crises que nous avons nous permettent de savoir qu'en termes de communication des crises, on a généralement 2 à 3 postures. La première posture est celle de réagir. La deuxième posture est celle d'attendre un moment avant de réagir. La troisième posture est celle d'avoir un silence stratégique. Ce n'est pas un silence qui est un abandon, mais c'est un silence qui est effectivement stratégique. Ça participe de la résolution à travers la communication de crise. Lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression que le travail que font ces lanceurs d'alerte peut avoir pour conséquence de déséquilibrer la tectonique des plaques politiques nationales. Est-ce que finalement le numérique n'a-t-il pas rendu plus facile ces attaques contre les symboles de l'État? L'essence même du numérique, effectivement, c'est que vous avez appelé rendre plus facile. Chez nous, on dit de développer, de transformer. Bien sûr, le numérique est là pour faciliter ce qui se faisait difficilement hier. D'accord? Quand je vous entends parler, il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est que le Cameroun, c'est vrai que je n'aime pas rentrer dans le terrain politique, mais le Cameroun est aujourd'hui, au moment où nous nous exprimons, il y a d'abord un enjeu électoral. Il y a des élections législatives et municipales qui arrivent. Il y a d'autres Camerounais qui ont la prétention à devenir conseillers municipaux, maires et députés. Et qu'est-ce qui nous fait savoir effectivement que les phénomènes ou le phénomène que nous observons ne vise pas à servir, n'est-ce pas, ces enjeux-là électoraux. Je vais me risquer en disant que le Cameroun également se trouve à une phase transitoire du pouvoir. Et ceux qui font la politique vont vous dire que tous les coups sont bons. Et oui, donc les plaques tectoniques... Les coups les plus bas. Voilà, les coups les plus bas. Et donc, les plaques tectoniques, comme vous l'avez mentionné, effectivement, ça bouillonne en bas et c'est chaque plaque qui voudra bien se positionner en avant-plan. Comment est-ce qu'on traque les auteurs de ces fake news ou de ces manipulations? Alors, avant de les traquer, peut-être qu'il faut en venir aux mesures de prévention. Les mesures de prévention, c'est d'abord que le Cameroun, nous disons aujourd'hui que le Cameroun doit pouvoir se doter des instruments légaux et de régulation qui permettent de mitiger ce type de phénomène. Bien sûr, le Cameroun a une loi, la loi sur la cybercriminalité, qui a été votée en décembre 2010. Mais décembre 2010, ça fait 16 ans. 16 ans. Et vous savez que dans le numérique, ça va très vite. Ça va très vite, les choses effectivement. changent. Donc, la loi aujourd'hui est dépassée, elle est caduque. Mais je voudrais néanmoins saluer, n'est-ce pas, l'État camerounais parce qu'en 2010, le Cameroun était parmi les pays précurseurs à penser à une loi sur la cybercriminalité. Il y a 16 ans. Bon, aujourd'hui, cette loi est en vigueur, mais elle ne suffit plus. Les autres pays, je vais vous prendre, permettez que je développe un peu plus longuement, je vais vous prendre 3 pays ou 4. La France a essayé de se doter d'un mécanisme précisément sur le cyberharcèlement, la diffamation, les fake news. Cette loi a été votée en touche par le Conseil constitutionnel, certes, mais la France s'est adossée à une loi européenne.
qui fait à ce qu'aujourd'hui, les pays européens ont pu contenir le phénomène de fake news et de désinformation. La Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Europe, est allée un peu plus loin. En Grande-Bretagne, ils ont une batterie, n'est-ce pas? Ils ont d'abord la Communication Act, qui est la loi sur la communication. Ils ont la Malicious Communication Act, donc c'est la loi sur la communication pernicieuse. Vous voyez, on va déjà attaquer vers la diffamation. Et ils ont ce qu'ils appellent Online Safety Act. Celle-là, carrément, attaque les cas de diffamation, de désinformation, de cyberharcèlement. Okay? Et la Grande-Bretagne ainsi que l'Allemagne vont encore plus loin en disant aux propriétaires des plateformes, ce qu'on appelle les GAFA, mais précisément Meta, Google, TikTok et autres, ils leur disent, écoutez, attention, nous on a des lois, quand vous avez vos plateformes chez nous, il faudrait éviter que nous franchissions le Rubicon. Parce que s'il y a un citoyen qui franchit le Rubicon, nous voulons que vous retirez le contenu le plus rapidement possible. Là-bas, ils ont adhéré à cela. D'accord? Et je termine par l'exemple que j'aime, c'est celui de l'Australie. Vous savez d'ailleurs que l'Australie, dernièrement, a interdit les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. Oui. Mais en Australie, ils ont carrément un commissaire à la... J'essaie de traduire en français. En anglais, c'est e-Safety Commissioner. Okay? Donc, c'est un commissaire à la sûreté en ligne. C'est un organe et c'est une personnalité qui est chargée de veiller à tous les contenus qui sont illicites, tous les contenus de diffamation et fake news sur le territoire australien et de demander aux plateformes de les enlever dans les 24 heures sous peine d'une sanction. Justement, parlons de ces plateformes. Quelles sont les responsabilités de Facebook, TikTok? Parce que d'aucuns pensent que ces plateformes, parce qu'elles sont basées à l'étranger, ont des lois qui ne sont pas les nôtres. Non, pas du tout. Et du coup, on a l'impression, avec cette ligne de pensée-là, que le Cameroun est un moment excellent. C'est une ligne de pensée d'ailleurs qui me gêne un peu, c'est-à-dire qu'on donne plus de pouvoir à des entreprises parce que déjà, il faut que je dise, lorsqu'on parle de plateformes, certes, elles sont économiquement puissantes, mais je ne pense pas modestement qu'elles dépasseraient la puissance d'un État. Bien sûr. Et le Cameroun, c'est un État. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. C'est des entreprises d'abord. Meta, c'est une entreprise américaine qui est basée à San Francisco. TikTok, c'est une entreprise qui est à Singapour, Guyane. Donc, c'est des entreprises qui sont détenues par des personnes privées. D'accord? Elles ont des responsabilités. Les pays que je vous ai cités, effectivement, leur mettent devant leurs responsabilités. Mais prenons le cas d'un pays africain. Au Nigeria, en 2021, le gouvernement nigérien, constatant que les citoyens avaient une mauvaise utilisation de Twitter, a interdit Twitter sur le territoire nigérien. C'est pour vous dire que l'État est d'abord souverain. Et il a fallu que les responsables de Twitter reviennent au Nigeria pour négocier, pour qu'on reprenne Twitter, qui est aujourd'hui devenu X. Mais le Nigeria, qui est voisin, va un peu plus loin. En 2022, le Nigeria, à travers leur équivalent de l'ANTIC, l'ANTIC chez nous, c'est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, leur équivalent de l'ANTIC a produit un code d'utilisation des plateformes au Nigeria, soumis aux plateformes. Et les plateformes sont obligées, et elles suivent depuis 2022 ce code-là. Et dans ce code, effectivement, il est prévu que tous les contenus qui ne sont pas des contenus idoines pour le pays ne doivent pas passer à travers les plateformes. Si vous permettez que je termine toujours avec le Nigeria que j'aime comme exemple, au Nigeria, aujourd'hui, vous avez carrément tout un sénateur, je pense du nom de Nzikwe, je suis désolé si j'écorche, qui est en train de porter toute une loi au niveau du Sénat pour que ces plateformes s'installent au Nigeria. Alors, les téléspectateurs peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils s'installent au Nigeria. Parce que c'est plus facile, là, quand on a un bureau local, de pouvoir travailler avec eux. S'il y a un problème, s'il y a un faux compte, s'il y a des contenus illicites, directement, on se rend à la représentation où on les convoque pour dire « Hey,
Vous savez, il faut enlever telle chose. C'est plus facile. Mais le Nigeria a un record. Je n'ai pas le chiffre exact. Je peux vous dire qu'au Nigeria, il y a près de 13 millions de faux comptes qui ont été retirés en 2025 et il y a plus d'1 milliard, on va vérifier le chiffre, de contenus illicites que les plateformes ont retirés. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ceux qui veulent donner un pouvoir à ces plateformes ont tort. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information, mais les plateformes, lorsqu'elles arrivent, je veux sortir par là, lorsqu'elles arrivent quelque part, ben, elles prennent la couleur locale, on va dire. Si elles arrivent dans ce qu'on appellerait un no man's land qui n'est pas régulé, ben, elles vont effectivement se déployer comme il faut. Mais si elles arrivent dans un environnement qui est régulé, elles vont également se conformer. J'ai envie de dire ceci. Le Cameroun, c'est un cyberespace, OK? Mais c'est un cyberespace souverain. Pour avoir accès à ce cyberespace-là, il faut se conformer à une régulation. C'est de le dire autrement. Ce sont vos plateformes, d'accord? C'est d'autres cyberespaces. Si vous voulez venir chez nous pour que nos concitoyens utilisent vos plateformes, voilà le code de conduite à tenir. Il y a un autre voisin dont on n'avait pas parlé qui a frappé du poing sur la table. Le Gabon, je suppose. Voilà, oui, le Gabon, effectivement, à la suite des contenus pas très positifs sur la personne du chef de l'État, le Gabon a eu la bonne mesure d'interdire les réseaux sociaux. C'est ça la force de la régulation. C'est pour cela que je advocate pour qu'au Cameroun, non seulement on renforce la loi sur la cybercriminalité, mais je me permets de votre tribune de lancer également un appel à nos dirigeants, c'est de dire il y a un certain nombre d'organes qu'il faut mettre en place pour anticiper d'autres menaces, pour anticiper d'autres phénomènes. Ces organes-là qui vont se charger de traquer, de réguler, pourquoi pas de poursuivre, n'est-ce pas, des fauteurs de troubles. J'aimerais avoir votre avis d'expert du numérique, on va dire. Est-ce que vous pensez que, avec des mesures de régulation que le Cameroun pourrait prendre, on pourrait conserver l'équilibre entre liberté d'expression et protection de la République? J'entends souvent dire liberté ne veut pas dire libertinage. Je pense que je suis d'accord. Je pense que la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir dire des vérités et avoir une opinion. Mais j'entends aussi souvent dire que là où ta liberté s'arrête, c'est là où la mienne commence. C'est de dire quoi? La liberté ne veut pas dire diffamation. La liberté ne doit pas porter atteinte à l'intégrité morale, psychologique et pourquoi pas physique de quelqu'un. Vous savez, si vous jetez quelqu'un en pâture, il y a des gens qui peuvent porter atteinte à la personne. Si je me mets à dire tout le temps, vous savez, on n'a pas l'eau au quartier parce que c'est M. Fouda qui détourne l'argent de l'eau. À force de le répéter, il est possible que les habitants du quartier s'en prennent physiquement à M. Fouda. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Et je pense que notre loi, sans être un spécialiste de droit, je pense que notre loi encadre déjà dans le code pénal les cas de diffamation et bien d'autres. Mais je crois qu'on doit travailler pour que, au niveau, parce qu'il y a un vide juridique, au niveau de la cybercriminalité, il y a des infractions qui ne sont pas déterminées, il y a des mécanismes qui ne sont pas mis en place, de telle manière que s'il y a quelqu'un, et il y en a qui sont plusieurs, qui sont en porte-à-faux avec la loi, ça devient un peu difficile de pouvoir les ester en justice. Est-ce que les citoyens camerounais peuvent être tous éduqués au numérique et à ce que vous avez appelé fact-checking tout à l'heure? Ils doivent. Mon avis est que, d'abord, il faut dire que les réseaux sociaux sont arrivés au Cameroun, et comme dans beaucoup de pays africains, sans que les citoyens soient préparés à leur usage. Moi, j'aime voir des gens qui utilisent... d'abord, j'aime voir les institutions, et il faut tirer un coup de chapeau à la plus grande institution de ce pays, c'est-à-dire le président de la République. Jusqu'à une récente date, et ça n'a pas changé, le président de la République a la meilleure page Facebook d'une personnalité administrative, okay, qui est régulièrement animée. C'est l'usage qu'il faut en faire.
Je vois que des institutions ministérielles se sont engagées dans la communication institutionnelle. Voilà l'usage qu'il faut en faire, c'est l'usage que les autres en font. Je vois des jeunes qui utilisent également, que ce soit TikTok, Facebook, pour faire de l'e-commerce. Ça, c'est un bon usage des réseaux sociaux. Donc, pour vous répondre, oui, les réseaux sociaux sont arrivés chez nous sans qu'on prépare les citoyens au bon usage des réseaux sociaux. Mais le gouvernement se rattrape progressivement parce que vous savez, peut-être je ne vous l'apprends pas, que le ministère des Postes et Télécommunications est lancé dans une vaste campagne depuis quelques années déjà sur l'usage responsable et utile des réseaux sociaux. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut non seulement structurer ce type de campagne, mais il faut l'intensifier. Quand je parle de structurer, qu'on ne reste pas seulement dans la sensibilisation, qu'on fasse de l'éducation, de la sensibilisation et de l'information. Ça va permettre de structurer et de l'intensifier. Parce que beaucoup de jeunes, par mimétisme, veulent devenir comme un lanceur d'alerte. Beaucoup de jeunes, par mimétisme, veulent devenir comme tel autre influenceur. Alors que s'il y a un son de cloche différent, en termes d'éducation, de sensibilisation et d'information, je pense qu'il y a des jeunes qu'on peut embarquer vers le bon usage des réseaux sociaux. Très souvent, l'annonce d'événements, d'échéances politiques donne libre cours à beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques de personnalités sur les réseaux sociaux. Le Cameroun est en attente d'un gouvernement. Le Cameroun prévoit l'organisation d'élections dans quelques mois. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à une intensification, une profusion d'attaques visant des personnalités qui sont peut-être sur orbite politique et qui sont bien vues par les populations et par la plus haute institution de la République? J'ai envie de vous dire, M. Fouda, que c'est une question rhétorique. Vous savez la réponse. La réponse, c'est oui. Mais je veux faire un commentaire et en ayant une ou deux, mais particulièrement une personnalité en tête. Vous savez, d'abord, c'est dommage qu'au Cameroun, et je pense que c'est plus au Cameroun que je l'ai constaté, c'est dommage qu'au Cameroun, qu'on n'ait pas des citoyens qui peuvent, de façon libre, apprécier leurs dirigeants. On a de bons dirigeants, de par leurs compétences, de par leur attitude personnelle. Moi, j'ai eu à apprécier dans le cadre privé, certains. Et que, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux lorsque quelqu'un qui est sur, comme vous l'avez dit, sur une trajectoire, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire par l'adversaire? C'est de le détruire. C'est de nuire à sa réputation. C'est comme on dit au quartier, c'est de le casser. D'accord? Donc, effectivement, comme on l'a évoqué plus haut, avec les enjeux électoraux et la transition, ces adversaires-là vont bien sûr intensifier ce type de phénomène, ce type d'attaque personnelle. Et c'est pourquoi, une fois encore, nous disons que ce soit les républicains, ceux qui aiment la nation, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui veulent voir, comme moi, le Cameroun se développer et aller plus loin, il faut dès à présent mettre sur pied des mécanismes et des mesures pour anticiper ou pour mitiger ces attaques. Elles viendront, à coup sûr. Quel genre de mesures? À quelles mesures est-ce que vous pensez en ce moment? Bien, il y a plusieurs types de mesures en termes technologiques. Pour le cas spécifique du Cameroun? Oui, en termes de technologie, je ne vais pas en parler dans le cadre de cette émission parce que nous sommes en guerre et je ne voulais pas dévoiler lorsque le gouvernement voudra prendre des mesures, d'accord, mais il y a des technologies qui permettent d'abord de détecter des faux comptes. Il y a des technologies qui permettent de bloquer des contenus illicites. Il y a des technologies, mais je ne voudrais pas qu'on rentre. Je voudrais que le moment venu, lorsque le gouvernement camerounais voudra prendre ce taureau par les cornes, que cela soit juste surpris par, n'est-ce pas, l'avalanche des mesures. Oui, parce que certainement, il y a des choses à faire. Ce n'est pas drôle que vous vous leviez le matin
Vous prenez votre téléphone portable et que vous découvrez que votre vie est sur la toile. Privée, vos enfants, votre épouse, tout cela, ça n'a pas lieu d'être sur la place publique. C'est tout à fait privé. Et donc, ce n'est pas du tout drôle. Et comme vous le dites particulièrement, je suis une personne certes insignifiante, mais je n'apprécie pas du tout de retrouver comme ça sur la place publique la vie de qui que ce soit. Est-ce que vous avez un message aux décideurs, aux médias et aux jeunes Camerounais qui sont en permanence sur les réseaux sociaux? Par exemple, il y a au Cameroun 7 millions de personnes utilisent Facebook. C'est le média social le plus utilisé par les Camerounais. Est-ce que vous avez un message aux décideurs, aux médias et aux jeunes Camerounais? Le message d'abord aux jeunes, c'est un message qui est le prolongement de ce que fait le ministère des Postes et Télécommunications. Il faut avoir l'usage responsable des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur le numérique ont la possibilité de vous permettre de générer des revenus et d'accélérer votre croissance. Ça, c'est le message vers les jeunes et d'éviter un certain nombre de dérives. Maintenant, à l'endroit de nos dirigeants, modestement, je voudrais dire il y a un certain nombre de phénomènes. D'abord, le numérique n'est pas néfaste. Je n'aime même pas dire qu'il est néfaste. C'est un monde, si on le considère comme un outil a ses avantages et ses inconvénients, son beau côté et son mauvais côté. C'est simplement de dire que les dirigeants doivent aujourd'hui, plus qu'hier, prendre en compte et comprendre les enjeux qui vont avec le numérique, et notamment les réseaux sociaux, les comprendre et, engager des actions, engager tout ce qu'il faut pour que l'on puisse mitiger, n'est-ce pas, ces phénomènes. J'ai même envie de dire, en tant que citoyen, si vous me le permettez, M. Fouda, c'est un cri de cœur de dire, chers dirigeants, donnez-nous le pouvoir, donnez-nous les moyens de pouvoir contrecarrer, n'est-ce pas, la vague de ceux qui veulent peut-être déstabiliser la nation. Docteur Théophile Abiega Moussa, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie et merci de m'avoir reçu dans le cadre de cette très belle émission de la présidence de la République du Cameroun. Le numérique est un outil entre nos mains. Il peut informer ou détruire. Face à la désinformation, notre meilleure défense reste l'esprit critique et la responsabilité de chacun. Protéger la vérité, c'est protéger la République. Merci d'avoir regardé cette édition de la grande interview. À très bientôt sur PRC TV.